Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis on joue. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marina. Salut. Et à deux, en fait, on a fait un petit week-end jeu toutes les deux. Parfois accompagnée de Michael aussi sur certains jeux. Et on va un petit peu débriefer des 10 jeux auxquels on a joué. Dans ces 10 jeux, il y aura des nouveautés. Principalement d'ailleurs, des jeux qui sont arrivés ici en cette fin d'année, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des jeux qui datent d'il y a un certain temps, dont un que vous voyez peut-être, que vous apercevez peut-être là déjà sur le devant du plan de la vidéo, qui était dans ma pile de la honte depuis un sacré moment d'ailleurs. La pile de la honte, pour rappel, c'est la pile des jeux auxquels on n'a pas joué. C'est pas très cool, hein, c'est très négatif quand même. Ouais. Il y en a qui appellent ça la pile de l'opportunité. C'est déjà mieux, tu vois, c'est plus positif comme notion. Ouais, voilà. Je préfère. Ouais. Voilà, toujours dit que c'est un jeu que j'ai depuis longtemps et dont j'avais entendu beaucoup d'échos positifs. On l'a découvert. On vous dira dans la vidéo ce qu'on en a pensé, si on l'a aimé ou pas. Et donc dans cette vidéo, il n'y aura pas que des avis positifs forcément, puisque on n'a pas forcément apprécié tous les jeux auxquels on a joué. Il y a des jeux qu'on a adorés, il y a des jeux qu'on a un petit peu moins aimés. Et voilà, on va vous parler de tout ça dans cette vidéo. Je te laisse commencer. Tu peux prendre devant toi le premier jeu dont tu as envie de parler. Oh, celui-là. Ah, ok, The Gang. Je crois que c'est celui que j'ai préféré. Parce que c'est quand même un jeu d'ambiance, enfin, c'est un jeu d'ambiance, on peut le dire, qui est basé sur les règles un peu du poker. C'est un jeu de poker coopératif. On va essayer, en fait, on fait des braquages et on va essayer de réussir notre braquage. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, au cours de différents tours de jeu, on va ramasser des jetons de poker et sans voir les cartes des autres mais en voyant que nos mains, on doit essayer de se dire c'est moi qui ai la carte la plus faible ou c'est moi qui ai la carte la plus forte. Et là c'est vraiment un jeu de interprétation de comment les autres jouent, de à quelle vitesse ils vont se jeter sur les jetons. Parce que les jetons poker, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'ils sont numérotés de 1 à 3, donc tu as le jeton oui, parce qu'on joue à 3. Point 2, point 3. Parce que je joue à 3. Ah oui, donc ils sont numérotés. Oui. Et là, comme on joue à 3, ils étaient numérotés de 1 à 3. Au fur et à mesure des tours, on va dévoiler de plus en plus de cartes. Et à la fin, le dernier tour, c'est celui qui est décisif. On doit dévoiler son jeu dans l'ordre des jetons de poker. Et ça doit être dans l'ordre croissant, en fait, des valeurs des combinaisons de poker. Celui qui prend le 1 va dévoiler sa première main. Celui qui prend le 2 sera le deuxième à dévoiler sa main. Et le troisième sera le dernier à dévoiler sa main. Mais celui qui dévoile en premier doit vraiment avoir le jeu le plus pourri. Et si on a gagné, si on a réussi notre pari, ben le braquage est réussi. Le pactole est à vous. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un mode de base. Et puis il y a des petits modes avancés où on va venir ajouter des cartes supplémentaires qui vont donner des petits effets. Quand on va échouer à un braquage, on va avoir une carte bonus qui va nous aider, on va avoir un spécialiste qui va venir nous aider. Et quand on va réussir, on va avoir une petite carte challenge qui va venir rendre un petit peu plus difficile la manche suivante. Un petit malus où on va devoir jouer une manche en moins ou avec des jetons en moins. C'est ça. Donc voilà, ouais, c'était plutôt sympathique. Et en fait, c'est un peu comme si le poker rencontrait The Mind. Ouais. C'est vraiment la réflexion qu'on s'est tous fait parce que oui, c'est vraiment un jeu de... On communique pas. Oui, parce qu'on ne peut pas parler. Ouais, donc c'est vraiment un jeu de communication non verbale. Ouais, c'est ça. Et de déduction en fonction de tous les jetons de poker qu'on aura pris au fur et à mesure des manches. On se regardait comme ça. T'es sûr? Le 2. Cool. Et en plus tu peux aller shipper les jetons poker que les autres ont pris parce que tu dis non, le 1 c'est pas toi, c'est moi, c'est sûr. J'ai de la merde. Voilà. J'ai un 2, un 3. Non, très cool. Et c'est vrai que on a joué quand même pas mal de parties sur ce week-end. On l'a pris au restaurant aussi. Vraiment très très belle découverte. Je pense que ça peut plaire au plus grand nombre. Faut savoir que plus vous allez être beaucoup autour de la table, plus ça va être difficile. Mais plus le jeu a aussi l'intérêt. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Mais à 3, c'était cool en soi. Ouais, c'était trop cool. En soi, on s'est bien amusé à 3 aussi. Qu'est-ce que tu veux nous présenter? Je vais vous parler de celui-ci. Moi, je vais attraper celui-là. Blazing Robots, qui est un jeu expert, c'est un jeu de programmation. Le cœur du jeu ressemble vachement à Wingspan. Vous avez ici un Wingspan expert.
Et en plus de la mécanique de Wingspan qu'on connaît très bien, de déclenchement des actions sur une même rangée, on va venir construire son tableau, on va activer les actions, toutes les actions des cartes sur une même rangée, ça on connaît, hein, ça c'est vraiment une mécanique qui est empruntée à Wingspan. Et en plus de ça, on aura le mécanisme de sélection d'actions à la Race for the Galaxy. Donc c'est-à-dire que vous allez choisir les actions que vous allez entreprendre et parfois vous allez pouvoir mettre des petits cubes sur un plateau central. Là où il y aura des petits cubes, tout le monde va pouvoir faire ces actions-là. Donc parfois, on va pouvoir faire une action parce que quelqu'un d'autre l'a sélectionné. La partie sélection d'action se fait secrètement. Quand tout le monde l'a fait, on révèle. Et puis là, on va tous faire les actions dans l'ordre. Donc en fait, on aura un petit... c'est une école de robotique en fait. Et on aura notre petit... Jimmy Neutron. Notre petit étudiant, voilà, notre petit Jimmy. Notre petit Jimmy qui va avancer là, sur le parcours de toutes les actions qui vont se déclencher dans un ordre bien précis, les unes après les autres. Le gros point positif aussi, c'est que c'est du simultané. On peut y jouer jusque 6 joueurs et il n'y aura pas vraiment de latence puisqu'on fait tous nos actions. Voilà. L'autre est joué, donc on le fait vraiment tous en même temps. Voilà. Et là où il y aura de l'interaction, c'est au moment de la sélection des actions. Sinon après, on est un peu tous dans son jeu. Donc si vous voulez un jeu avec beaucoup d'interaction, là ça risquera peut-être de pas être votre truc. Mais si l'interaction qui est donnée par les actions vous convient déjà, est suffisante pour vous, et bien franchement, donnez-lui une chance. Moi je le trouve vraiment très très cool. Il faut pas attendre 1 heure que l'autre ait fait son action. Moi c'est ce que j'aime bien, franchement je l'ai trouvé super sympa. J'ai vraiment bien aimé jouer à ce jeu. Je pense que c'est un jeu auquel je rejouerai mais vraiment régulièrement avec grand plaisir en fait. On pourra refaire une partie. Avec plaisir. Essayer de te battre. Je vais parler de celui-là, il est parti près de ta tête. Vas-y, je t'en prie. Le petit Moumine. Alors est-ce que ce jeu n'est pas incroyablement mignon? C'est les Moumines. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, le jeu est mignon. Non, je rigole, je plaisante. C'est vraiment super. C'est un petit jeu de dés, un petit roll and write, où on a une grande feuille, des crayons de couleur, et on va faire des combinaisons à la Yahtzee, quoi. Et en faisant les combinaisons, on va pouvoir colorier le petit arrière-plan du portrait qui correspond à la combinaison qu'on a fait, et ça va rapporter des bonus, donc un petit cadeau. Des petits cadeaux, tu vas avoir des petits cadeaux que tu vas stocker dans tes étagères. Un petit pot de miel, un petit pot de raisin, donc voilà, on va les stocker dans les étagères, et celui qui aura le plus de cadeaux va gagner, ça parce que ce sera les points. C'était tellement relaxant de faire ces petits coloriages là. Moi j'adore. Après c'est sympathique. Moi j'ai acheté ce jeu là à Essen parce que Moumine. Voilà, après c'est un jeu à partir de 6 ans, donc vous imaginez bien que le challenge n'est pas incroyable. C'est très familial parce que l'Yahtzee c'est nos parents, nos grands-parents qui jouent à ça, donc c'est des choses qu'on peut facilement leur faire découvrir. Maintenant faut qu'ils colorient un petit peu, hein, c'est pas grave. Hein. Mais bon, entre nous, si ça n'avait pas été Moumine, c'est pas un jeu que... Non, voilà. C'est parce que là, la thématique, elle est tellement mignonne. Enfin, moi, j'adore les Moumines. Je détasse. J'ai plein de bazar Moumines à la maison parce que je trouve ça tellement mignon. Et si le jeu n'avait pas été Moumine, bon, voilà, ça ne m'aurait pas intéressé. Là, je le trouve sympathique. La thématique y est pour quelque chose quand même. Mais bon. Est-ce qu'on n'enlèverait pas cette épine du pied tout de suite? Oui, allez, je me lance avec Cité Royale. Alors, honnêtement, je vais avoir beaucoup de mal à vous pitcher le jeu et à vous donner mon avis pour la simple et bonne raison que je ne suis même pas sûre qu'on ait joué avec les bonnes règles. J'ai rien compris. Parce que en fait, les règles sont tellement tirées par les cheveux et même moi j'ai l'impression, après c'est peut-être un problème de compréhension de ma part, mais j'ai l'impression que... De notre part, parce qu'on était quand même 2 sur les règles. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des incohérences dans les règles. En fait, on va devoir construire notre cité. Vous allez récupérer des cartes que vous allez placer dans les différents emplacements de votre cité en fonction de leur couleur. Plus vous allez avoir de cartes avec des valeurs élevées, plus vous allez avoir de l'influence. Chaque couleur, en fait, a sa propre façon de marquer des points. Celui qui a la majorité des valeurs de cartes dans une cité va pouvoir marquer les points de cette cité là. Bon, ça c'est pas compliqué.
compliqué. Ça va. Ça, c'était pas. Oui, mais c'est la phase d'avant. La phase où on va pouvoir aller sélectionner des cartes dans le marché et où on va obligatoirement devoir remettre une carte. Oui, c'est ça. On va devoir remettre des cartes dans ce marché. Et là, les règles sont pas du tout claires parce que autant on vous dit que c'est une action obligatoire, autant on vous dit que si vous avez acheté, vous ne pouvez pas remettre des cartes, mais le point d'après dans les règles, c'est que c'est une action obligatoire. Enfin, soit. Honnêtement, c'était pas clair du tout. Ce qu'il aurait fallu vraiment, c'est regarder une partie jouée, parce que on a regardé une vidéo règles en plus. Donc j'ai regardé les règles, je t'ai fait lire les règles. On a écouté une vidéo règles. Ben, on n'était pas plus avancé. Donc on aurait dû regarder des gens en train de jouer pour peut-être se dire ah d'accord c'est comme ça qu'ils font, parce que nous on comprend pas. Et vraiment c'était des complications dans les règles qui sont pas nécessaires. Non. Si vous avez fait ça, alors vous pouvez faire ça, mais s'il y a autant de cartes d'une autre couleur dans le marché, alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Voilà, c'est exactement ça. C'était un flop pour moi. Bon, pour toutes les deux, on n'a pas voulu finir le jeu, donc c'est pour dire. Donc ben voilà, Cité Royale, ciao bye bye. Hein. Écoute, celui-là, je l'ai... La lose. Ça, moi je l'ai adoré. Déjà, je suis partisan du jeu de pli. J'adore les jeux de pli. Donc c'est sûr que pour moi c'était bon. C'est quoi ton jeu de pli préféré? Cat in the Box, j'ai trop kiffé, je crois. C'est vrai? Ouais, je crois que je l'ai trop kiffé. En plus il est beau, il est tellement mignon ce jeu. Je réfléchis, moi ça serait lequel mon jeu de pli préféré? En fait cette année-ci j'ai adoré Rebelle Princess. On a déjà parlé dans le cadre d'autres vidéos, mais j'ai adoré Rebelle Princess. Et j'adore The Crew aussi. Ouais. Oui, mais ouais, moi je parle d'un jeu récent. Après, tu n'es pas obligé de parler d'un jeu. Voilà, si c'est pas un jeu récent, je dirais que The Crew aussi il est dans le top 3. Ah ouais, clairement il est dans le top 3. Mais du coup, vas-y. On a une main de cartes. Une main de cartes, j'allais dire une carte de main, mais non, c'est une main de cartes où on ne verra pas notre main. Donc on verra pas nos chiffres, on verra les couleurs qui préalablement auront été classées dans l'ordre croissant. Classées dans l'ordre. Merci. Classé dans l'ordre croissant, je ne trouve plus mes mots en ce moment, c'est incroyable. Classé dans l'ordre croissant par la personne de droite, donc il va y avoir le draft, je vais dire, du premier paquet. Donc les autres voient vos cartes, ce n'est pas du draft, mais le draft, ce n'est pas un draft du tout. Oh là là, rien ne va dans ce jeu, alors que je l'aime bien. Mais on n'aura pas les chiffres, donc on ne sait pas si on a une petite main, une grande main, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas savoir justement, essayer de deviner ce que tu as en main? Mais c'est que tu vois les cartes des autres. Voilà. Tu vois si eux ils ont des grandes cartes ou des petites cartes. Et en sachant qu'il y a toujours 10 cartes qui sont mises de côté. Voilà. Donc ils sont pas en jeu. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile. Hein. Ouais, non, c'était pas facile. Hein. Et alors, ok, il y a ça. Donc on va dire que c'est un mélange entre, voilà, un principe comme Anabi où on ne voit pas ses cartes. Voilà, c'est ça. Entre ça et quel autre jeu de plis? Skull King. Puisqu'il faut parier sur le nombre de plis qu'on va gagner. Non, oui, c'est ça, oui, d'accord. Du coup, voilà, on va parier pour le nombre de plis qu'on va gagner. Donc on va parier sur, si je prends 3 jaunes et un bleu, il y a 3 plis sûrs que je gagne. Le 4e, peut-être pas, mais tu perds pas de points. Si tu réussis ton pari, que tu gagnes ton nombre de plis, t'as un certain nombre de points en fonction de ce que t'as parié. Si par contre tu perds ton pari, t'auras des points négatifs. Et aïe, ça fait mal. Pas pour moi parce que des points positifs. Moi j'ai géré, j'étais Dexter. Ouais, j'étais là, fais pas genre, arrête tout de suite, Mais je sais bien qu'il y en a un de nous 3 qui a galéré qui a fini avec de gros points négatifs. C'était Mickaël. Voilà, j'ai fait The Mentalist, moi j'étais bien. Moi c'est pas du tout mon type de jeu parce que autant Skull King, comme il y a vraiment une dimension un peu ambiance comme ça, avec même les pouvoirs des cartes, avec le fait de faire yo ho ho, tu vois, il y a un truc gay. Donc parier comme ça, même si j'y arrive jamais en fait, j'arrive jamais à parier sur le bon nombre. Mais ça va encore. Mais celui-ci, il est beaucoup plus scolaire. Il faut être beaucoup plus concentré pour essayer de réussir ses paris. Et du coup, le fait que j'ai du mal à parier et qu'en plus c'est un jeu sérieux, ça ne va pas. Après moi, ce que je te dis, c'est que je ne sais pas programmer, là où toi t'es très forte, mais j'ai réussi à me dire, allez, moi j'ai 2 cartes bleues, Mike il a déjà un 8, un 7, un 6, elle a un 4, un 3, donc ça veut dire que j'ai peut-être un 1, un 2... Non mais
Ça, je sais faire, mais j'ai des gens à côté de moi qui me refourguaient des cartes pour me faire perdre. Je vois pas de quoi tu parles. Et c'est là où ça ne va pas. Mais c'est Azul qui m'a appris à être méchante comme ça dans les jeux. Non mais il faut pas avoir de pitié pour les autres. Pas de pitié. Divinus, c'est un jeu de pose de tuiles évolutif. En fait, où vous incarnez des demi-dieux qui entrent dans un conflit entre d'un côté les dieux grecs et de l'autre côté les dieux nordiques. Et il va falloir choisir son camp et s'attirer les faveurs de l'un ou l'autre dieu. En fonction de ça, la narration va évoluer, on va avoir certains avantages, etc. etc. C'est un jeu qui se joue avec une application. En fonction des quêtes que vous allez remplir, vous allez aussi gagner des petits stickers que vous allez pouvoir placer parfois sur votre personnage ou aussi sur vos tuiles. On peut pimper les dés aussi quand tu gagnes, quand tu as des récompenses. Bien sûr, de quêtes. Aspect très important, les dés, puisque les dés vont déterminer les tuiles qu'on va pouvoir prendre pour construire notre espace de jeu. De base, on construit un carré de 4 sur 4 et en fait on va lancer les dés en fonction des dés qu'on a. Ça va nous permettre d'aller chercher les tuiles au centre de la table. Les dés, comme tu dis, on peut aussi les pimper, on va venir mettre des petits autocollants. Et alors c'est marrant parce que c'est des autocollants, il y avait déjà ça dans Kingdom Rush qui était aussi édité par Lucky Duck Games, où les autocollants, on peut les réutiliser. Donc en fait, vous les collez sur le dé, mais après vous pouvez les décoller, les remettre sur la fiche avec tous les autocollants et puis les utiliser plus tard. Ça c'est... Enfin moi je sais pas, c'est un truc, je trouve ça dingue. Bah ouais, c'est bien, non, parce qu'en plus si t'as envie de refaire le jeu ou avec quelqu'un d'autre ou peut-être de le passer ou de le prêter, je ne sais pas s'il y a des gens qui prêtent leur jeu. Moi, typiquement, je suis le public cible pour ce style de jeu. C'est pose de tuiles, évolutif, on va pimper ses dés, on va pimper les tuiles. En plus, il y a une application qui ajoute aussi un certain dynamisme en principe. Mais, et il y a quand même des gros mais dans ce jeu. Point négatif, je trouve. Je te laisse. Le problème de Divinus, c'est que ce soit à la fin de la partie ou pire en cours de partie, le fait d'avancer en fait dans la narration, le fait de réussir des quêtes, etc. De visiter certains lieux aussi, parce qu'il y a des lieux sur les tuiles, et bien ça va mener à du nouveau matériel, à l'ajout de règles, à l'ajout surtout la pose d'autocollants, etc. Donc on va devoir reprendre tout le matériel qu'il y a dans la boîte, tout remettre, tout prendre en main, regarder, ça il faut coller dans les règles, ça il faut coller sur les tuiles, etc. Et en fait il y a vraiment des manipulations qui viennent casser très fortement le rythme du jeu, et ça c'est vraiment dommage, et ça rallonge les parties. On a fait 2 scénarios sur les 12 du jeu. Je suis pas contre de continuer, mais j'ai un avis qui est quand même un peu mitigé, peut-être plus que le tien, mais voilà. On va de toute façon l'ajouter à la pile des jeux Legacy qu'on doit continuer. Tout à fait. Parce que le thème, moi, il me parle tellement. Mais moi, je peux te dire qu'on a joué à un autre jeu évolutif ce week-end. Je suis beaucoup plus tentée de continuer l'autre que de continuer celui-là. Toi et moi, on a fait un jeu évolutif ce week-end. Mais bien sûr. On va en parler juste après. Je vais te rafraîchir la mémoire. Ne t'inquiète pas. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ah oui. Cerbère, un petit jeu bien aussi. C'est une réédition d'un jeu qui est déjà sorti il y a quelques temps. Encore un thème qu'on aime bien sur le chien des enfers évidemment, et qui est un jeu presque coopératif. C'est un jeu dans lequel on va devoir s'échapper des enfers avant de se faire attraper et de se faire croquer par Cerbère. Donc où c'est presque coopératif, c'est qu'on va jouer des cartes de notre main pour nous faire avancer, plus éventuellement faire avancer un de nos amis. Le but c'est de s'échapper et d'arriver à la barque avant que Cerbère ne nous rejoigne. Sauf que une fois que t'es à la barque, il faut donner un coup de pied à ton pote pour pas qu'il rentre dans la barque avant toi. Dans la barque, il y aura potentiellement pas assez de place pour tout le monde. Et le problème c'est que on a intérêt à céder pour arriver à la barque, parce que si on la joue solo, en fait ça ne va pas. Mais en même temps potentiellement il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et la partie n'est pas réussie par les aventuriers tant que la barque n'est pas remplie non plus. Donc
coopératif, mais pas trop non plus. Et en cours de partie, des joueurs peuvent changer de camp, puisque justement quand on se fait rattraper par Cerbère, bah en fait vous allez essayer d'avoir ses faveurs et donc de ralentir la progression des autres aventuriers pour qu'ils ne s'échappent pas des enfers. Les cartes ont une double face. Il y a une phase d'action quand on est aventurier et une phase d'action quand on est du côté de Cerbère. C'est un jeu qui gagne vraiment à être connu. Je pense que j'aurais pu l'aimer si on avait été plus à jouer. Parce que là on a joué à 3 et c'est clairement pas... Non, je trouve que ça se joue pas bien à 3. Ça se joue jusque 7. Moi je pense qu'à 7 ça doit être drôle. Ouais, ça doit vraiment être très drôle en fait. À 7, à 3, c'est pas la peine. Parce que le fait de jouer à 7, il y a totalement moyen de faire des alliances avec l'un ou l'autre autour de la table pour dire bon, celle-là elle avance trop, on va la faire reculer, mais toi et moi, hein, si je la fais reculer, est-ce que tu me fais avancer? Oui, c'est ça. Ou là il va y avoir plus de négociations, d'alliances qui vont se faire, etc. Des traîtrises. Là à 3, ça ne marche pas. Voilà, 3 il m'a pas convaincu du tout. Moi j'avais jamais joué à moi non plus. Jeu, non, c'était du coup, vidéo découverte. Voilà, c'est ça, découverte. Mais pour toutes les deux. Ouais, à 7, même à 6, quoi. 6 ou 7, il y a moyen de s'éclater avec ça. Alors, moi, je vais vous présenter ici le petit jeu de cartes Wizard Cups. C'est un jeu qui ne se joue qu'à 2. Ouais. On va avoir chacun les mêmes cartes en main. Il y a pour chaque joueur 18 sorciers. Donc on a chacun 18 sorciers de base. Vous allez choisir une carte au hasard dans les cartes de l'autre joueur. Et ça, c'est une des cartes qui va constituer son paquet de cartes. Autour de cette carte, l'adversaire, et vous aussi, parce que forcément votre adversaire va faire la même chose que vous, autour de cette carte que l'adversaire a choisie, vous allez en choisir 5 autres. Et ça va constituer en fait votre main de cartes, votre pioche, pour les 3 prochaines manches. Mais il y aura des petites nuances à apporter. Vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez mettre ces cartes-là, en sachant que pour vaincre les cartes de l'autre, il y a des grands principes. Le premier principe, c'est le pouvoir de la carte. Vous regardez, est-ce qu'il y a un pouvoir de carte qui fait dégager l'autre carte ou non? C'est pas toujours le... Non, d'abord c'est le pouvoir. Le pouvoir, pardon. Et c'est pas toujours le cas. Parfois, le pouvoir vous donne un avantage à vous et ne fait pas forcément dégager la carte qui est en face. Donc ça, c'est la première chose que vous regardez. Si jamais les pouvoirs ne permettent pas d'éliminer l'autre et que les 2 sorciers sont toujours en jeu, alors on regarde les éléments. Et là, c'est Pokémon. Ouais, c'est cool. Ouais, ça c'est. Donc, l'herbe, la nature bat l'eau. L'eau bat le feu. L'eau bat le feu. Bat l'électricité. Voilà. L'électricité bat le psy. Et la lumière bat l'ombre, quoi, voilà. Et si, après ça, après la nature des cartes, il y a toujours les 2 sorciers en jeu, à ce moment-là, on regarde la valeur des cartes. Ouais. La manche se finit. Vous avez l'occasion d'échanger une de vos 6 cartes avec une autre des 18 cartes qu'il y a en tout. Ouais. Vous réarrangez votre pioche parce que là vous avez vu les cartes qu'a joué votre adversaire et donc vous allez essayer, vous devez vous souvenir de ce qu'il a joué, vous allez essayer de réarranger, de choisir peut-être une carte où vous allez vous dire ah lui il a joué beaucoup de feu, il faut vraiment que j'aille me prendre une carte haut en fait. Voilà. Et ça va se jouer comme ça. Moi j'aime beaucoup, franchement je trouve ça extrêmement malin. C'est super mignon en plus. Et c'est super rapide. Donc tu peux clairement vite enchaîner les parties. Tout à fait. Alors tu gagnes à partir du moment où tu as 3 jetons, les petits jetons victoire, et tu gagnes à partir du moment où l'un des deux a gagné. Oui, donc ça se joue en 2 ou 3 manches. Voilà. Mais super mignon, super rapide. Moi c'est bon, il m'a convaincu. Franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Si vous aimez les petits jeux de cartes à 2 comme ça, avec des petits effets un peu, un petit peu un petit affrontement, de l'affrontement, parce que c'est ça. Petit jeu de cartes d'affrontement rapide à 2. Franchement, allez-y. En plus, extrêmement mignon. Oui. Alors, maintenant, on va vous parler de Café de Fleurs. Café de Fleurs, qui est un jeu dont c'est le gars de Azul qui a fait. C'est le gars là. C'est le gars de Azul, il a fait ça. C'est Michael. Il s'est dit ça a marché, je vais le refaire avec des petites fleurs là. C'est donc un jeu de Michael Kisling qui est le créateur de Azul. Donc voilà, dans ce jeu, on va aussi devoir faire notre petit parquet de fleurs. On va devoir faire le plus joli parquet. Comment ça va se passer? C'est qu'on va avoir des cartes en main de différentes couleurs et on va devoir défausser ces cartes pour pouvoir placer
des éléments sur notre plateau. Par exemple, si vous voulez mettre un cadre mauve, vous vous défaussez une carte mauve. Et en fait, le cadre, c'est l'extérieur, et puis vous allez pouvoir les remplir par d'autres pièces. Si le cadre est mauve, la pièce que vous allez mettre au centre va vous demander aussi de défausser des cartes mauves. Mais là, vous allez devoir en défausser une supplémentaire, donc c'est 2. ça à chaque fois. Au même moment, il y a un plateau sur le côté avec des objectifs, et donc quand on va avoir placé certains éléments sur son plateau personnel, eh bien on va pouvoir tout de suite aller prendre la tuile objectif. Et les tuiles objectifs, on a envie de les résoudre dans un ordre particulier, parce que en fait, si vous prenez des tuiles objectifs qui ont le même symbole outil, en fait ça va augmenter, les points vont se cumuler, ça va augmenter le nombre de points. Plus vous avez de tuiles objectifs d'un même outil, plus vous allez marquer des points. C'est pas forcément facile à faire parce que les cartes du même outil, forcément, elles concernent des tuiles de couleurs différentes. Elles concernent des tuiles de couleurs différentes déjà de 1. Je dis tuiles, mais c'est pas tuiles, c'est les éléments en bois que vous allez mettre. Plus vous allez vouloir respecter, avoir les mêmes symboles, plus on va vous demander que les fleurs soient remplies. Et donc forcément, il va falloir défausser plus de cartes et avoir plus de cartes. Ça va prendre plus de temps à faire. Voilà, ça prendra plus de temps à faire. Et quel était alors ton ressenti sur ce jeu? Moi, je l'ai trouvé sympa. Le sympa avec la voix qui monte dans les aigus, c'est pas bon signe généralement. Oh, c'est sympa, ça va. Non, en vrai, si j'avais pas aimé, je l'aurais dit. Oui. Je l'ai trouvé sympa. Mais c'est pas forcément le jeu sur lequel je vais revenir, où je vais aller chez des amis et dire « Ah, on joue à Café de Fleurs !» Non, je préfère sortir Azul. Oui, en fait, là, on a un peu un avis qui... Enfin, moi, je rejoins un petit peu ton avis, c'est-à-dire que la partie qu'on a faite était pas désagréable, mais je vais pas leur proposer non plus. Une fois, c'était bien. Maintenant, on peut passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Même si quelqu'un me le repropose, je dirais pas non. Mais c'est pas moi qui vais spontanément proposer d'y jouer. Mais si on me le propose, proposez-moi ce jeu et on y rejouera tous ensemble. Et là, pardon, désolée. Expédition à New Day, le fameux jeu qui traînait dans ma ludothèque depuis, j'ai envie de vous dire des mois, mais c'est même probablement des années qu'il est là dans la ludo. Je pense que ce jeu-là, ça fait longtemps que je l'ai vu. Oui. Ici. Ouais. Très longtemps. Voilà. Donc plus que des mois. Je dirais des années. C'est le jeu évolutif, parce que c'est un jeu évolutif. C'est pas un jeu legacy, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir détruire du matériel, vous n'allez pas coller, etc. des trucs, mais les règles vont évoluer, les objectifs seront pas les mêmes en fait d'une partie à l'autre, parce que vous allez un peu avancer dans l'histoire. Alors c'est pas une histoire de dingue, hein, mais toujours est-il que c'est évolutif, ça va changer de partie en partie. C'est un jeu de gestion de ressources. On va devoir en fait jouer presque en simultané, hein, parce qu'il y a 7 manches. Les premières étapes d'une manche se jouent en simultané, où on va d'abord révéler une carte événement. Ensuite, on va programmer nos actions. Donc au départ, on a 2 jetons actions, mais au cours de partie, on va pouvoir en débloquer un 3e, voire même un 4e si on y arrive. Et alors là, il y a une partie où on va devoir un peu anticiper, parce que par exemple, si on veut faire une action de production, parce qu'on va venir en fait construire au fur et à mesure du jeu des bâtiments, c'est un aspect essentiel du jeu. Avoir assez d'argent pour construire des bâtiments, mais pour avoir de l'argent, il faut produire des ressources, puisque c'est en vendant les ressources qu'on va avoir de l'argent. Pour produire des ressources, il faut construire des bâtiments. Donc, et pour produire des ressources, il faut avoir les assistants nécessaires. Il y a aussi un autre... de la bonne couleur. Il y a aussi d'autres moyens, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une des façons de produire des ressources, c'est d'avoir les bons assistants. Sauf que les assistants, on les pioche au hasard. Ils sont communs à tout le monde au centre de la table. Quand on révèle la carte événement, on voit déjà le nom. Ça nous donne déjà un certain nombre d'assistants. Mais ce n'est qu'après avoir programmé nos actions qu'on va aller en piocher dans le sac, et donc là on croise les doigts pour que ce soit les bonnes couleurs, sinon la programmation elle peut juste échouer complètement. Oui, ou alors tu dois défausser des cartes pour remplacer un ouvrier, mais au début c'est genre tu dois te défausser de 3 cartes pour un ouvrier, et c'est pas que tu as 1000 cartes en main au début. C'est ça. Ensuite on a tous une action de construction.
après avoir résolu nos actions. Et à chaque fois qu'on va construire, donc on va seulement, comme tu l'as dit, mettre une carte autour de notre plateau personnel, mais il y a aussi un plateau central sur lequel on va venir mettre des maisons. Et c'est sur ce plateau central d'ailleurs qu'on va pouvoir réussir notre objectif personnel, qu'on va aussi gagner des points de victoire, qu'on va récupérer des tuiles bonus, etc. Ça se prend en main très facilement. C'est vraiment, c'était une bénédiction après Cité Royale. Ouais, j'avoue, c'était ça. Franchement, heureusement qu'on y a joué parce que. Ah purée, non mais là, les règles sont limpides, c'est très facile à prendre en main, c'est extrêmement satisfaisant. Il y a cet aspect quasi simultané, puisqu'il y a quand même une grande partie des étapes qui peuvent se faire en simultané. Et puis c'est évolutif. Moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'on fasse la suite. Écoute, après cette vidéo, on va empiler les jeux Legacy et évolutifs qu'on a envie de continuer et il faut qu'on se retrouve, on se recale une date pour continuer ces jeux. J'en avais entendu tellement de bien de Expédition à New Deal. Je comprends pourquoi. Vraiment, Alexander Pfister, là, je pense que c'est le meilleur jeu de cet auteur auquel j'ai joué jusqu'à présent. Très sympa, et t'as pas 1000 actions non plus. C'est pas que tu vas te perdre dans toutes tes actions. Ah, je dois aller là, je dois aller là, là. Non, t'as tes actions plateau, et puis t'as 3-4 actions sur le plateau central. Et je trouve que tu te perds pas. Tu te perds pas dans le jeu, tu sais ce que tu dois faire. Non, pas du tout. Et donc, il coule de source. C'est assez épuré au niveau des règles, mais c'est très bon. Franchement, super découverte. Convaincu. Et voilà, c'était donc nos 10 découvertes de ce week-end, avec du bon et du moins bon. Et du moins bon. Tu le cherchais, il était pas chez moi. Ouais. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est vrai que c'est une vidéo un peu plus nuancée qu'un top, puisque là il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du nouveau, mais il y a aussi du plus ancien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de la vidéo, si ce format vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi de tourner cette vidéo. Vous pouvez dire si vous avez aussi aimé l'invité. Ça lui fera très plaisir dans les commentaires. Voilà, tout à fait. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous avez envie de soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, partager, j'ai dit. Non, j'ai pas encore dit partager. Vous pouvez partager la vidéo et bien sûr, vous pouvez vous abonner. Et ça, ce sont tous des gestes qui aident grandement la chaîne. Ça aide pour le référencement, ça aide dans tout, ça aide la chaîne à grandir. Et moi, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!